Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. OK, cette semaine, entretien avec un guerrier pour l'épisode 111. On a reçu plusieurs guerriers qui sont venus nous parler d'un séminaire qu'ils ont organisé en commun, un séminaire multidisciplinaire. Donc, il va y avoir de l'aïkibudo, du jujitsu, si j'ai bien compris. Il va y avoir du krav maga, du kung fu, du tai chi. Donc, vraiment, plusieurs arts martiaux différents qui vont se côtoyer, mais qui ont monté un séminaire de telle sorte que ça va se recouper, ça va se compléter. Donc, des grands pratiquants québécois. Je vous laisse les découvrir. De toute façon, dans le titre, vous avez les noms de tout le monde. Si vous êtes à l'écoute, c'est parce que vous les connaissez ou vous voulez les connaître. Donc, sérieusement, gros podcast. Et s'il y en a qui veulent nous soutenir, le moyen le plus facile, c'est encore de partager qu'est-ce qu'on fait, de le liker, d'en parler à vos amis, ceux qui font des arts martiaux autour de vous. Ça aide le podcast à grandir et grossir. Donc, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez nous donner un coup de pouce et avoir du contenu exclusif aussi, on a un Patreon. Il y a des heures et des heures de contenu exclusif qu'on peut juste retrouver là. Donc, ça commence à 2-3 $ par mois. Puis si vous avez un dojo, vous voulez nous rejoindre dans l'armée impériale, ben c'est 10 $ par mois. Et vous avez votre nom au générique. Et c'est ça. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alright, donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit une armée de guerriers. Je pense que c'est un record. Ce soir, on va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 à prendre le micro. Donc, je suis vraiment content de vous recevoir, messieurs. J'aimerais ça, pour commencer, que vous vous présentiez chacun votre tour. On peut commencer par le vétéran en premier, puis après ça, chacun votre tour, vous présenterez votre background, votre nom, un peu d'où vous venez, puis après ça, on rentrera dans le vif du sujet, donc... Oui. Marcel. Eh bien, encore, merci de nous recevoir, c'est plutôt intéressant. Oui, Marcel Croteau, je demeure à Amkoui depuis presque 3 ans. J'ai fait le tour du Québec un peu là pour enseigner les arts martiaux depuis j'ai commencé à enseigner en 71, j'ai commencé les arts martiaux en 68. Et puis la réunion ce soir, eh bien, c'est pour parler d'un stage que j'ai eu l'idée de structurer avec des personnes que je connais. Et puis et voilà, la discussion va s'enfiler. Oui, Philippe Lavoie, enseignant en Kung Fu, Tai Chi et Qigong. J'enseigne depuis 2012 dans la ville de Québec. Les 3 grands arts de longévité chinois que sont effectivement le Tai Chi, le Kung Fu et le Qigong. Ma grande passion, c'est partager mon savoir, puis permettre aux élèves puis aux pratiquants de devenir autonomes dans leur pratique, pouvoir développer et raffiner leur art à travers mes enseignements. Je m'appelle Daniel Lapointe, je suis instructeur Krav Maga, expert autodéfense. Ça fait 36 ans que je fais des arts martiaux. 33 ans. En tout cas, je connais plus trop mon âge, là. on va dire que ça fait une 30aine d'années que je fais des arts martiaux dans différentes disciplines, Jiu-Jitsu japonais, BJJ, kickboxing, MMA. Puis je me suis spécialisé dans le Krav Maga, dans l'autodéfense plus réaliste là, depuis 15 ans environ. Oui, allô, André Boudreau. Mon Dieu, j'ai commencé le Jiu-Jitsu avant que ça soit connu, où je me rappelle que je devais expliquer aux gens qu'est-ce que c'était. Donc, je fais de l'aïkido Jiu-Jitsu, du Jiu-Jitsu, de l'aïkido depuis 1988.
depuis 93 environ, karaté, maniement d'armes. Maintenant, j'enseigne dans la région de Montréal, là, ce qui est plus jiu-jitsu, maniement d'armes, karaté à l'occasion. Là. Donc, je suis dans ces eaux-là depuis plusieurs années. Là. OK, puis je vais me permettre, avant qu'on embarque sur votre séminaire, qui est la raison qui nous réunit ce soir, M. Boudreau, juste clarifier pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent moins les arts martiaux, peut-être clarifier la différence entre le Brazilian Jiu-Jitsu et le Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brésilien, en fait, ça a été né là pour faire de la compétition. Donc, il y a beaucoup de combats au sol. Il y a beaucoup de techniques là, corps à corps rapprochées. Je dirais que le Jiu-Jitsu japonais, on est plus debout. Plus projection, style judo. Quand même, tu travailles au sol, mais j'oserais jamais me frotter à quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien au sol, parce que j'ai l'impression qu'on se ferait ramasser, là. Mais on essaie quand même d'avoir les bases, là, pour le couvrir. Donc, je dirais que c'est pas, en tout cas, chez nous, on le fait pas pour faire de la compétition du tout, là. Il y a du combat, mais, dans le but de pratique. Alors que le jiu-jitsu brésilien, quand même, quoique c'est extrêmement efficace, là, pour l'autodéfense, il reste que c'est, à la base, peut-être plus, là, pour la compétition. C'est plus sportif, ouais. Exactement. Disons ça comme ça. OK, super. Puis, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de vous mettre en commun, à l'initiative de l'un d'entre vous, qu'on va laisser parler après, pour offrir un séminaire multidisciplinaire, clairement, parce que vous êtes tous dans des branches différentes, là, à part peut-être Philippe puis Marcel qui se rejoignent dans le Kung Fu. Là. De où est partie cette idée-là? Qui a initié l'affaire? Expliquez-nous ça. C'est moi. Jean me donnait des stages parce que c'est intéressant, on rencontre de nouvelles personnes, entre autres. Et puis, au niveau des instructeurs, beaucoup d'instructeurs aiment donner des stages aussi. Il y en a qui veulent pas, ça c'est correct. Mais je savais que les personnes ici, ça intéresserait. Ça fait que on est en contact depuis quelques années d'ailleurs. Et puis, j'ai resté à Québec une dizaine d'années. Et puis voilà, ils ont accepté. Même un petit dernier qui est arrivé un peu plus tard, il en parlera. Ouais, moi j'avais vu là qu'il était en train d'organiser ça. Puis bon, on a déjà fait des séminaires aussi ensemble. Là. Philippe, on s'est déjà vu, mais je pense pas qu'on avait déjà fait des séminaires ensemble là. Mais on se connaissait quand même. Donc, à la base, l'idée, c'était de dire, écoute, c'est des gens qui sont agréables, que c'est le fun d'échanger. Puis moi, exactement comme Marcel disait, là, j'adore faire des séminaires. Donc, par extension, quand j'ai vu une occasion, puis en plus, c'est à Amkoui, c'est loin de chez nous, ce qui fait bien mon affaire, ça fait changement. Je trouvais ça le fun là, de pouvoir renouer aussi avec ces gens-là, puis des gens de qualité et des bonnes personnes. Là. Donc, pour moi, c'était un fit naturel, si on veut, là, de me joindre à ce beau groupe-là. On va commencer par le Shameless Auto-Promo. Il est quand, votre séminaire, puis il est où? Oui, en fait, notre séminaire, c'est la première fin de semaine de mai. De mai? OK. Parfait, on est dans. Ouais, ça va être le 6 et 7 mai. OK. Donc, ça va commencer, je pense, on avait dit quoi, midi? Yes. Midi le samedi, donc faut faire la route avant ça. Parce qu'Amkoui, c'est où? C'est en Abitibi? Non, c'est dans Vallée de Matapédia. Super, 1 heure de Rimouski. Dans le bas du fleuve. Puis on a loué la grande salle de la place, là, fait qu'on va avoir de la place en masse pour pouvoir être plusieurs personnes puis pouvoir échanger. Là, ça va être très, très, très intéressant. Avez-vous l'impression, messieurs, que j'ai pas de terme français là qui me vient facilement, là, mais le cross-training, c'est-tu rendu plus accepté que disons, Marcel, je pense qu'il est bien placé, là, c'est le vétéran ce soir, pour nous dire que peut-être, justement, il y a quelques décennies dans les arts martiaux, c'est-tu mieux vu, mieux perçu? Parce il me semble que je le vois plus maintenant. Des gens qui organisent des séminaires avec multidisciplinaires ou soit quelqu'un qui organise comme Léo Tamaki, par exemple, qui organise des séminaires d'aïkido, mais qui est ouvert à recevoir des pratiquants de tout style d'arts martiaux dans ses séminaires. Puis c'est bien correct là, pour lui. Est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose qui n'existait pas, ça, avant? Non. Ça n'existait pas avant. Non. Le premier phénomène, le premier phénomène date à peu près de 20 ans en Europe.
multidisciplinaire, un centre avec différents arts martiaux. Gros, là, gros, pas de petits écoles ensemble, là, gros. Et puis, ça a fait le tour. Il y a un Québécois ici, un nommé Sylvie Dulac, de judo, en 64-65, a parti Québec Sport avec 4 ou 5 boudos dans le local. Ça a fonctionné 2 mois et demi, puis j'ai pas connu, je sais pas la raison, là, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Il était un avant-gardiste, de manière ou d'une autre, lui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il est en avant de son temps. Mais là, on est dedans. Il faut donner des lettres de noblesse aux arts martiaux. Parce qu'ils se font rusher un peu, les arts martiaux, là, avec la cage. Ben ça c'est quelque chose d'intéressant. Oui, le fait que vous veniez tous d'arts martiaux, on va dire traditionnels. Mettons, le Krav Maga, c'est la plus jeune de la gang, là, historiquement, mais ça reste qu'il n'y a pas de sport de combat dans ce que vous allez transmettre. C'est vraiment arts martiaux traditionnels. Avez-vous l'impression que, justement, ouais, qu'on se fait tasser un peu au profit des sports de combat? Ben, je pense que, comme dans n'importe quel je dirais pas culture, là, mais tu sais, quand il y a un mouvement qui s'en vient, c'est toujours vu un peu comme c'est nouveau, ah non, on va tasser ça, mais tu sais, c'est toujours de l'inconnu. Puis moi, j'ai vécu ça, je pense que tout le monde ici a déjà vécu ça, on s'est fait regarder de travers par moment. Il y a encore des gens qui sont très inclusifs dans leur style, puis ils veulent pas partager. Nous, ça fait environ 3 ans et demi, je pense qu'on se connaît. Puis on a un esprit d'ouverture. Par rapport à notre style, d'apprendre de tous et chacun, puis c'est ça qui nous unit, mais on le voit encore aujourd'hui, mais ça, on peut rien y faire, là. Tu sais, nous, on est en train de tracer une voie. Est-ce que ça va déboucher? Je pense que oui, ça fait 3 ans et demi qu'on est en train de partager comme ça de part et d'autre. Je pense que ça va aller, ça va être exponentiel. Ouais, parce que là, je disais que les sports de combat nous tassent, mais il y a aussi il y a encore un certain frein dans chez certaines personnes à s'ouvrir peut-être au niveau de la pratique et à considérer que peut-être le style de X ou Y haute école est valable. Puis il y a encore beaucoup de préjugés, tu sais, je l'ai vu en faisant le podcast depuis 4 ans maintenant, bientôt. Tu sais, ce que je me rends compte, c'est que des fois tu parles avec des gens, ah, moi je pensais que telle affaire, c'était... Puis là, en parlant avec quelqu'un, tu fais, ah, ben finalement, oui, c'est des gens sérieux, mais tu sais, si tu leur as jamais parlé, tu pouvais pas le savoir. Là. Puis si t'as jamais écouté, si t'as jamais prêté l'oreille à ce qu'ils font, tu sais. Ça, tu sais, je pense que tu apportes un super bon point, Emmanuel. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance ou le malheur d'avoir trempé dans différents styles de Kung Fu avant de trouver le système qui me convenait à moi. J'ai vécu des très belles expériences, mais c'est une anecdote qui revient souvent. J'ai fait 3 systèmes de Shaolin du Nord. Puis à l'intérieur de ces 3 systèmes-là, on a une base, en chinois on dit un Jibengong, travail des fondamentaux, qui s'appelle les Tam Tui, les jambes bondissantes. C'est des courtes formes, 10 routes de courtes formes. Puis chaque professeur m'a spécifié avoir la forme la plus pure, la plus vraie, la plus traditionnelle. Et les 3 l'enseignaient de manière différente. Mais pourtant, tu sais, j'aurais pu faire « Ah oui, mais non, c'est pas bon, puis c'est pas pareil. » Mais j'ai simplement décidé d'avoir l'esprit ouvert puis d'apprendre les 3 façons différentes. Puis j'ai appris puis j'ai raffiné ma pratique parce que j'étais exposé à des choses différentes, même si c'était dans le même cadre. Puis ça a été mon premier, je dirais mon premier choc de culture, puis ma première ouverture dans la pratique. Puis à chaque fois j'ai fait des stages, à chaque fois j'ai rencontré, je travaille avec Daniel, on a des échanges en Krav Maga, j'ai eu des échanges avec Marshall, avec d'autres enseignants aussi. Puis à chaque fois, ça l'a enrichi ma pratique. Ça n'a pas fait que j'ai abandonné mes racines ou mon tronc principal. Je continue à pratiquer mon système.
Je continue à pratiquer mon Kung Fu, mon Tai Chi, mon Qigong. Mais à chaque fois, il y avait ça dans ma forme, puis Daniel, il fait un mouvement qui ressemble à ça, mais avec une sortie de force un peu différente. Puis, OK. Il monte une application, puis je me dis, ben ça se trouve au mouvement 15 de ma forme. J'avais jamais pensé que je pouvais l'appliquer comme ça. Mais si j'avais pas été en contact, je l'aurais jamais su. Puis ça, pour moi, c'est de l'or en barre. Puis j'inviterais tout artiste martial, puis même les professeurs puis les enseignants à favoriser ce type d'échange-là. Parce que si on reste dans un milieu fermé, c'est pas que le milieu est pas bon, c'est qu'on n'ouvre pas nos horizons. Puis on évite de s'exposer à une connaissance qui peut venir enrichir, puis faire grandir notre pratique, la transformer. Tellement. On dirait qu'André a réagi. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, écoute, tu sais, moi, comme je disais, j'ai commencé à 88 le Jiu-Jitsu, puis bon, à peu près personne, je disais tout le temps que c'était du judo avec d'autres choses, tu sais. Ouais. C'était comme plus simple de l'expliquer comme ça. Puis c'est sûr que les premières fois, quand le Jiu-Jitsu brésilien est arrivé, ben le premier réflexe, c'est d'avoir un peu peur à sa propre pratique en se disant, bon, est-ce qu'on va perdre des élèves? Est-ce que, bon, ça va venir challenger? En même temps, tu vois, avec les années, à force de côtoyer des gens, dans un premier temps, j'ai rencontré des profs, moi, qui étaient tout aussi fermés dans des styles plus traditionnels, là, à s'ouvrir à d'autres, comme des profs de Jiu-Jitsu brésilien, par exemple, qui sont hyper ouverts puis à discuter, puis à voir c'est quoi leur philosophie, c'est quoi la tienne. Puis, tu vois, honnêtement, au final, ça finit par influencer mon propre enseignement. Si je vois une meilleure façon d'enseigner ce que je sais, je suis super content de pouvoir profiter un peu là, de cette nouvelle connaissance-là. Puis honnêtement, pour avoir aussi vécu le côté karaté traditionnel versus karaté, tu sais, l'avènement de Karate Kid et tout ça, là, dans ces années-là, j'étais quand même bien content que ces écoles-là existent, même si moi, ça me rejoignait pas, parce que ça exposait plein de monde aux arts martiaux. Le simple fait que des fois, ça ouvrait la porte à des pratiquants, ben tu sais, il y en a là-dedans aussi qui ont fini par trouver une voie plus semblable à celle que nous on a, puis il y en a que ça faisait bien leur affaire, puis c'est bien correct comme ça aussi, là. Ben, tu sais, il y a différentes raisons de pratiquer les arts martiaux, hein. On peut pratiquer principalement pour notre santé, on peut pratiquer pour la beauté du geste, pour la performance, on peut pratiquer pour la protection personnelle, on peut pratiquer pour le combat pugilistique de compétition. On peut travailler pour le développement spirituel. Puis ces choses-là changent aussi avec l'âge, puis avec le temps de pratique. Tu sais, moi, les raisons pourquoi je pratique aujourd'hui sont plus les mêmes que quand j'avais 16 ans. Tu sais, donc, c'est bien que ça puisse évoluer, puis se transformer, puis se transporter avec l'aide. Puis tu sais, je dirais, faut savoir autant quand on enseigne puis que quand on pratique, c'est quoi qu'on recherche? Est-ce qu'on veut faire des démonstrations, des compétitions? Est-ce qu'on veut favoriser une saine longévité? Est-ce qu'on veut développer une belle coordination, avoir le geste juste? Est-ce qu'on veut faire partie d'une tradition? Qu'est-ce qui vient nous motiver? Hein? Puis qu'est-ce qui vient nous rechercher comme pratiquants? On peut avoir une motivation qui est extrinsèque, comme extérieure à nous, c'est la recherche de trophées, de ceintures, de réussite d'examen, de passage de grade, ou une motivation qui est plus intrinsèque, qui est vraiment au niveau du développement personnel. Puis certains arts ou certaines pratiques se prêtent mieux que d'autres à différents objectifs. Donc, tu sais, c'est important aussi en même temps quand on va participer à un stage comme ça, un stage interdisciplinaire, qui s'adresse à des pratiquants, ça nous permet justement de voir nos horizons aussi, puis de voir, de revisiter pourquoi on pratique. Puis je pense que dans ça, tu sais, l'important, c'est quelque chose qui revient souvent là, dans nos discussions, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton art martial, pourquoi t'es là, puis est-ce que tu atteins l'objectif que l'art en question est supposé de t'offrir. Si tu l'atteins, ben c'est mission accomplie, tu sais. Après, tout le côté sportif et ligue professionnelle que, par exemple, le UFC a apporté, ce que moi je trouve dommage là-dedans, c'est que ça teinte la pratique d'un côté utilitariste. C'est qu'eux, vu qu'ils vont chercher le meilleur de tous les arts qu'ils utilisent dans la cage, là, quand je dis le meilleur, je mets des guillemets, là, ils vont chercher ce qui est utile en combat réglementé.
ils tassent tout le reste en se disant ça sert à rien. Tu sais, comme pour un pratiquant qui est nouveau dans le MMA puis qui connaît pas les arts martiaux en profondeur, parce qu'il y en a plein qui sont dans le MMA mais qui connaissent les arts martiaux en profondeur. Mais pour les petits nouveaux, là, que ça fait 6 mois, là, pis qui sont comme, ah ouais, mais faire des katas en karaté ou en peu importe des pumsé ou peu importe des tao, ça sert à rien. Tu sais, c'est parce que t'as pas compris la fonction que ça a pis qu'est-ce que ça apporte pis tu sais. Ouais, j'ai une anecdote à compter. C'est arrivé il y a plusieurs années. Je pense que ça va faire 4 ans de ça. Il y a un élève qui est arrivé qui était un combattant MMA. Un combattant MMA qui était dans les sous-classes professionnelles. Okay. Là, je sais pas. Il était dans la ligue semi-pro, ouais, c'est ça. Puis là, justement, il était un peu dans cette dynamique-là où il dit, écoute, ce que tu fais, c'est, j'y crois pas, là. Moi, c'est bien mieux, c'est MMA. On dit, OK, regarde, on va se faire un sparring ensemble. Fait que je commence le sparring, puis la première chose que j'ai faite, comme tout bon craveur fait, il a reçu un coup de pied d'imparti. Puis je l'ai désarmé comme ça, ça a pris 3 secondes. Fait que c'est juste pour montrer que ces coups-là, écoute, ça vient pas juste du Krav Maga, là, dans tous les arts martiaux. Dans tous les arts martiaux, il y a quelque chose de très utile. Puis j'ai trouvé ça très cocasse. Pour enchérir Daniel, quand j'ai commencé dans les années fin 60, début 70, pense jusqu'à 71, les protecteurs n'existaient pas. On mettait un cop, mais pas tout le monde y mettait une coquille. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait le droit dans les compétitions de karaté, ouvertes, là, on avait le droit à les coups de pied au parti. On avait le droit au bas-ventre. Ouais. Et puis, à l'arrière de la tête. Mais, on touchait pas à la tête, là. OK? Au parti, avec un léger contact, puis au bas-ventre aussi. Même plus fort, là. Parce que, vous savez, même encore aujourd'hui, dans ces genres de compétitions-là, des fois, on peut frapper fort au corps, ben, il contrôle la tête, ou, ça a changé beaucoup, là, mais enfin. Hein, pour dire que, pour Daniel, les parties, donc, à l'époque, il y avait un côté traditionnel dans ces compétitions modernes-là, là. Tu sais, au niveau d'efficacité, ils ont enlevé ça. J'ai pas vu d'accident, mais probablement qu'il est arrivé de quoi quand même, là, tu sais. Parce qu'une coquille, là, c'est pas dangereux, là. Ça fait pas mal que t'as une coquille. Ça fait juste mal à la laine. Ça fait mal, pareil, mais pas... Ça couvre pas le souffle. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant, l'anecdote à Daniel, parce que ça montre justement les limites des sports de combat. Tu sais, un sport de combat, puis Jérémy va pouvoir embarquer dans la discussion. J'ai justement un contexte, OK? Dans le fond, là, ce qu'on est en train de discuter, c'est le fait que... tu sais, le côté professionnel avec le UFC puis tout ça a un peu teinté le fait que souvent les nouveaux pratiquants de MMA pensent que tout ce qui sert pas dans la cage, dans les autres arts martiaux, sert à rien. Parce que, tu sais, dans leur logique, eux autres, ils pensent juste à ce qui peut servir dans la cage. Mais là, Daniel racontait une anecdote où il y a quelqu'un qui disait quelque chose de semblable, puis ils ont fait du sparring, puis après 30 secondes, Daniel, il a envoyé un coup d'imparti, puis c'était terminé. C'est pas legit, non, un mais coup c'est carrément d'imparti, ridicule. t'sais. Si tu le ramènes au point de fight ou à la boxe ou peu importe, c'est comme dire ce qui se passe pas dans le ring ou ce qui se passe pas dans le 5x5 quand tu fights en point de fight, ça sert à rien. Mais non, au karaté, on a l'autodéfense, qui est la vraie vie, puis le point de fight, qui est le sport de combat. Donc, c'est complètement différent dans la vraie vie. T'as le droit d'aller au parti, effectivement, t'as le droit d'aller dans les yeux, t'as le droit d'aller au coup vicieux, là. Ouais. Non, c'est ça, t'as le droit au coup vicieux, y a pas de règle, là. C'est pour sauver ta vie, c'est bien correct, je pense. Fait que, non, il y a une grosse différence, je pense que si quelqu'un veut vraiment apprendre l'autodéfense appliquée, ben, c'est un autre monde, là, on pourrait jamais voir, parce que ça serait des combats illégaux, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, fun fact, à la MMA, tu sais, il y en a qui pensent que c'est un sport violent pis tout, mais il y a beaucoup plus de commotion qui arrive à la boxe, parce que les coups sont concentrés au haut du corps puis à la tête. Fait qu'il y a beaucoup plus de commotion puis d'accidents qui arrivent à la boxe que la MMA, où est-ce que là, ben, il y a beaucoup de armbar. Tu sais, oui, il y a des bras qui cassent puis tout, mais t'as pas de commotion, là. Ton bras va se réparer, ta tête, après une commotion, elle est plus pareille. Jamais. Tu sais. Fait que la MMA, ça magane moins les athlètes que la boxe. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'étais vraiment surpris de ça, mais il y a des études qui ont été faites, puis non, mais c'est clair, ton main target, c'est de mettre KO ton adversaire, d'y causer une commotion, tu sais, je veux dire. Vas-y, Philippe. En boxe, ben, à Cuba, quand tu veux entrer, par exemple, dans le monde de la boxe, on te donne un avertissement. C'est, ben, soit tu deviens boxeur ou soit tu fais des études, mais pas les deux. Je
sont réalistes. Mais on le voit, les répercussions à long terme avec Mohamed Ali, il avait pas de l'air en shape à la fin de sa vie, malheureusement, là, tu sais. Puis il était bon, là, il se faisait pas toucher souvent, mais comme... Ben, même au niveau local... Le cerveau, faut pas tenir avec ça. C'est ça, même au niveau local, tu sais, je nommerai pas de nom, mais tu sais, plusieurs grands combattants des anciennes générations souffrent de maladies dégénératives parce que ça affecte le cerveau de se faire taper dessus là, pendant plusieurs années. Là. C'est ça. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup. Tu sais, il y a un objectif de santé et de préservation qui est très conservé dans les arts martiaux traditionnels chinois, en tout cas parce que tu sais, on dit le kung-fu, mais c'est une vaste collection de différents styles. Il y en a certains qui mettent beaucoup plus l'accent là-dessus, puis il y a vraiment une forme d'opposition un peu entre l'efficacité pugilistique puis la préservation de la santé. Parce que si par exemple on prend tu sais, les combattants sportifs, les pugilistes sportifs sont bons pour une bonne raison. Ils mettent le pain à la planche, puis pourquoi ils mettent le pain à la planche? Parce que leur revenu puis leur vie en dépendent. Tu sais, si tu veux gagner une compétition, puis c'est tantôt quand je parlais de motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est ça un peu. Quand tu es un pratiquant, je dirais lambda dans martiaux chinois, t'as pas de motivation extrinsèque à t'améliorer. Tu sais, t'as pas de compétition, t'as pas de ceinture, t'as pas de trophée. La motivation vient de la réalisation de ton kung-fu, de ton travail, puis de la perfection de ton geste, puis de l'utilité que tu peux la développer dans une situation de protection personnelle, par exemple. Mais il y a pas cette motivation-là qui peut être pécuniaire ou sportive. Puis ça, dans nos mentalités d'aujourd'hui, je pense quand même assez d'hier, c'est quelque chose de difficile. Tu sais, moi, sur la majorité de mes élèves, j'en ai 2 qui s'entraînent à l'extérieur des cours. Tu sais, mais si tu t'entraînes pas à l'extérieur des cours, tu performeras pas, tu t'amélioreras pas, tu n'auras pas comme la progression est pas la même. Un gros mot, la substantifique moelle de ton art. Ouais, si tu fais pas des arts martiaux quand tu magasines ou, tu sais, je veux dire, il y a pas de bon moment pour pratiquer, ben c'est ça, là, tu sais. Donc, tu sais, mais effectivement, je dis ça à mes élèves souvent, moi, je te montre quoi faire. Après ça, si tu le fais une fois semaine, c'est pas assez. Faut que tu le pratiques plus que ça. Tu sais, faut que tu bâtis un réflexe, puis ça prend de la pratique et pas juste venir au karaté lundi, jeudi. 100%. Là, André, levez la main, je vais lui donner la parole. Écoute, c'est trop drôle parce que là, à peine 1 heure, je donnais encore des cours, là, puis ces temps-ci, j'en ai qui sont en préparation d'examen avancé. Puis j'avais une de mes élèves justement qui me disait ben tu sais, je veux bien pratiquer par exemple mes katas, mais j'ai pas toujours le temps. Je vois, mais tu sais, du temps, ça se fait aussi là. Tu sais, il faut être capable de c'est ça. Dans le fond, tu vas avoir un peu les résultats de ce que tu y mets. Tu sais, moi, ce que je trouve quand même intéressant là vis-à-vis du côté sportif de l'histoire, c'était de voir aussi que ben, tu sais, oui, justement, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves. Il y a souvent des élèves qui me demandent ouais, mais tu sais pas, moi, quand on fait du sparring, pourquoi je vais pas à 100% de mon côté, là, tu sais, pour essayer de toujours mettre l'autre au sol ou le soumettre, peu importe. Puis souvent, ce que je vais répondre, c'est, ben, de un, c'est qu'on travaille tous demain matin, là. C'est une chose. Deuxièmement, c'est que, tu sais, le but, c'est qu'on soit en mesure d'apprendre, puis de développer, puis de trouver des nouvelles choses. Donc, on va y aller dans un but aussi de préservation, un peu comme Philippe disait, là, de dire oui, on vit pas de ça personne, en tout cas pas de mon côté, là, c'est presque, j'ai de la chance d'avoir à peu près les mêmes élèves depuis plusieurs années, là. La plupart de mes élèves sont là depuis entre 8 et 10 ans à peu près, là, donc c'est vraiment une chance que je considère avoir, puis ça devient aussi une activité sociale, ça devient une activité où finalement on dépasse largement juste une pratique là, de coup de pied, coup de poing ou de coup de bâton, ou en tout cas peu importe. Là. Donc ça devient vraiment plus que juste une pratique martiale. Là. Pour moi, c'est ça la façon de vivre. Là. Puis c'est 100% vrai ce que tu dis. Puis tu sais, nous, en karaté, on enseigne, on prend les enfants quand même plus jeunes que dans d'autres pratiques, tu sais. Puis, tu sais, moi, je fais des cours adaptés au tout petit dans les CPE.
Puis je sais qu'il y en a qui se diraient, ben là, ils sont bien trop jeunes de faire. Puis c'est clair là que c'est pas une pratique sérieuse et, tu sais, mais il m'est arrivé une anecdote récemment, là, faut que je la raconte. Il y a une maman qui m'a écrit, puis là, elle est venue faire un cours d'essai au dojo parce qu'elle a dit, mon enfant, depuis que vous avez commencé à faire les cours dans sa garderie, c'est un enfant qui parlait pas beaucoup, puis qu'un des premiers mots qu'il a dit, c'est karaté. Fait que là, j'étais comme, wow, ok, ça c'est fort, là. Parce que, puis là, il est venu essayer au dojo. L'enfant a à peine 3 ans, puis il suit des 7 ans, là. Ok? Fait que quand on dit, ok, les enfants trop jeunes, ils peuvent pas en faire. Si t'adaptes ton enseignement, n'importe qui peut en faire. J'ai une élève qui a que je la nommerai pas, par respect pour ça. Mais elle a une vision restreinte, là. Je pense, genre, une vision tunnel. OK? Elle vient avec son chien guide faire les cours. Tu comprends? Fait que le spectre des gens à qui on peut enseigner est tellement large. Mais c'est sûr que si ces gens-là se présentent dans un endroit où se conforment, c'est des combattants, ils vont se faire dire, ben, ça marchera pas, là. Tu peux pas, tu sais. Mais, vous formez quand même des combattants. Oui! Mais pas tu sais, c'est une autre forme de combat. Des guerriers, pas capable de... Des guerriers, oui, c'est différent. Exactement. Moi, je trouve que dans l'esprit, là, je pense que Jérémy va être d'accord. Je sais pas, c'est peut-être philosophique, la différence est peut-être sémantique, mais pour moi, je prends un citoyen lambda puis je veux l'amener à devenir un guerrier ici puis là. Tu sais, Kiyoshi parle beaucoup souvent, nous autres, là, de la ligne ici, entre la tête et le cœur. Puis c'est ça, pour moi, la base de ce que je fais. Puis c'est ce qui fait aussi que genre, c'est ce qui me motive, parce qu'on s'entend, là, enseigner à des tout-petits. C'est pas toujours la joie, mais quand il arrive des affaires comme ça, des anecdotes comme ça, ou quand t'as un enfant qui est PSA, puis qui réussit à suivre des cours, ou tu sais, plein d'affaires comme ça, tu fais comme, wow, ok, je sers à quelque chose. En tout cas, je vous laisse aller, c'est votre podcast, là, mais il fallait que j'en parle. Non, mais c'est important comme partage. Ouais. Peut-être qu'on pourrait passer au contenu, peut-être un peu du stage. Oui, 100%. Fait que, qu'est-ce que vous allez aborder dans ce stage-là? Peut-être le dire à tour de rôle. Puis c'est qui la clientèle visée de votre séminaire? Ben, c'est nous 4, on en parle à nos élèves. Les élèves intéressés, ils viennent. Et avec le Facebook, le podcast, ben ça va se savoir. Mais, par contre, on a une limite de 35 là, personnes. Fait que là, admettons que vous êtes sold out à Amqui, là, la formule, là, elle se refait ailleurs. On se comprend-tu? S'il y a quelqu'un qui fait « Hey, moi, dans mon dojo, ça me tente de vous former les boys, vous êtes ouvert à l'idée? » Je peux en avoir une centaine à la fois chez nous, moi, il n'y a pas de problème. Bon, tu vois. Je viens de vous en bouquer un deuxième. Voilà. C'est ça. J'aimerais rajouter que ça s'adresse à des pratiquants d'arts martiaux, donc qui ont déjà une pratique derrière la cravate. Donc ça s'adresse pas à des débutants, mais pas non plus nécessairement à des grands maîtres. Ça s'adresse à un pratiquant qui a déjà pratiqué, à des gens qui font partie d'écoles. Puis qui veulent polir leur pratique, puis raffiner en ouvrant un petit peu leurs horizons, puis voir comment ils peuvent intégrer ce qu'ils ont dans le stage dans leur cours, dans leur pratique. Fait que tu sais, mettons qu'on prend un standard facile à comprendre pour tout le monde, tu dirais que c'est plus ceinture noire là, que élève débutant, là, à qui ça s'adresse. Là. Je me trompe-tu? Peut-être pas ceinture. Pas nécessairement, mais mettons quelqu'un d'avancé qui a quelques années derrière la cravate au moins. Là. Ouais, au moins un an d'expertise là, minimum là. Tu sais, c'est sûr que je relance Philippe, un an d'expertise, mais pas à un cours par semaine. Non, un pratiquant intéressé. Intéressé, ouais. Sérieux, un an sérieux. Si les gens sont pas sûrs, ils peuvent toujours vous écrire, dire, gars, voici mon background, est-ce que tu penses que c'est bon pour moi? Puis avoir une discussion avec vous, ça peut être une bonne idée. Pas. On est super joignable. Ah oui. Ben oui. Ah oui, les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est pour ça que l'événement Facebook est là. Ben oui. Correct, ça. Et Manu, nous autres, on y allait. Hein, ben c'est à Amqui, bro. C'est où, Amqui? C'est dans le bas du fleuve.
Ah, ouais, mais... Ah, c'est sûr. C'est Ouais, mais à deux, c'est c'est moins... moins- Attends une moins minute, long. je regarde l'agenda. Mais c'est pour ça que je disais... C'est pour ça que je disais que c'était transportable, votre affaire. Fait, ça pourrait se refaire, exemple, chez quelqu'un qui a un gros dojo à Brossard, là, mettons. Écoute, Longueuil, c'est correct, c'est assez proche. Ah, tu vois, Longueuil, c'est bien pour Non, Jérémy. Longueuil, Ouais. puis j'ai à l'Assomption, fait qu'on a le choix. Ah, bon. OK. Tu vois, qui est à l'Assomption? Comment? C'est toi qui étais à l'Assomption? Moi, ça. OK, super. Ouais. C'est quoi le dojo que t'as? C'est Kaizen Arts Martiaux. OK. Attends une minute, moi. Si on a l'intérêt pour la pratique, la distance ne devrait pas être un critère. Non, exact. Tu mets de la bonne à musique, fait. tu fais un bon road trip, tu vis une aventure, puis c'est encore meilleur. Mhm. Ben oui. Mais combien qu'on a eu sur le podcast que quand tu commençais dans les années 80-90, fallait t'aller aux États-Unis voir des grands T'avais maîtres, pas le t'avais choix. pas le Il y a choix, personne tu sais, ici. ben c'est oui. ça. Ouais. Tu sais, donc, non, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu sais, le nombre de séminaires qu'on fait à des 3-4 heures de la maison, mais tu sais, des fois, l'expertise de quelqu'un, là, Ça a c'est pas comme de tu prix. dis, ça n'a pas de prix, puis c'est juste une aventure, là, tu sais, tu pars, t'en prends, puis c'est encore une meilleure anecdote de dire, j'étais allé à Québec, ou à Amqui. Ouais, apprendre c'est clair. ça. C'est malade. Oui, tu prends des photos, tu fais des vidéos, tu mets ça sur tes réseaux sociaux, t'es Ah oui. fier, c'est cool. Puis tu sais, moi, j'étais allé apprendre aux États-Unis, j'étais allé apprendre en Angleterre, j'étais allé apprendre en Chine, j'étais allé apprendre en Grèce, je m'en vais au Portugal bientôt. Ça a pas de prix, ces moments-là, genre, pour ta pratique, pour ta transformation Mhm. personnelle. Puis là, en ligne, c'est assez limite. À un moment donné, le présentiel, c'est ça. il y a quelque chose que tu peux pas Non. filmer puis mettre en ligne puis regarder, là. Ceci dit, c'est un outil, je pense, pédagogique, comme Oui. qu'on pourra plus jamais tasser. C'est incontournable. Juste le podcast, en termes de travail, de préservation de la mémoire collective des arts martiaux, il y a rien de plus efficace que ça, parce que d'écrire un livre sur l'histoire des arts martiaux, puis on a reçu quelqu'un qui l'a fait, c'est une méchante job écart. Puis après ça, au niveau de l'accessibilité, c'est loin d'être aussi accessible qu'un podcast sur YouTube, là. Tu sais, il faut que tu achètes Ouais. le livre, faut que tu ailles à la librairie. Là, avec le podcast, là, tu cherches le nom de quelqu'un qu'on a reçu, boum, ça va sortir tout de suite. Ah, tiens, t'as 1 heure de disponible, tu peux l'entendre parler de sa bouche. C'est pas les propos de quelqu'un qui peut avoir un peu modifié ce qu'il dit, tu sais. Fait que ça c'est important, là, c'est quand même cool. C'est quoi la date que t'as dit que c'était, excuse? 6 mai. 6 mai. OK, on s'en reparle. On a rien? On a C'est quelque pas de- chose. Ben, ça va dépendre de nos élèves, je te dirais. Dépend, fait qu'on s'en Ok. reparle. Ouais. C'est avant, mais- c'est avant C'est Noël. large, c'est Mais large. on ouvre la C'est avant porte aux gens Noël. qui nous écoutent, là, s'il y a des gens intéressés à avoir cet événement-là chez eux, écrivez, contactez Sifu Croteau, Sifu Lavoie. Je sais pas, c'est pas mal vous les initiateurs, je me trompe pas, c'est ça? Puis avec Daniel. Nice. Bon, fait que... Oh oui, oh oui, oh c'est oui, ça, oh oui. fait que... vous- J'aurais été tout seul, Ben, ça j'aurais aurait pas été été mieux. fort. J'aurais été tout seul. J'aurais eu probablement Ouais. ma conjointe puis mon chat. Ok, là. Moi, j'ai mes 2 chats. J'ai même pas de conjointe. Fac. Ben, gars, it is what it is. Mais puis au séminaire, moi, j'étais arrivé un petit peu en retard, mais j'imagine que vous avez déjà tout dit ce que vous allez enseigner au séminaire. Ben, leur pratique Non, on respective. était rendu Ouais, là. c'était la prochaine Ok. étape, là. On y va. OK, bon, ben, on va partir là-dessus. C'est quoi votre portion? On peut commencer avec Sifu Croteau, puis y aller en descendant. Les 12 déplacements, offensifs, défensifs. Les techniques de défensive de frappe, ça veut dire Mohamed Ali était champion en reculant, en donnant un coup de poing, puis non qu'elle, là. C'est l'idée. Tu recules, tu fais des techniques. D'accord? Avec les jambes, avec différentes choses. La force proche, hein, ça joue de 4 pouces de la cible où tu touches la cible, la force proche. La frappe lourde. Après ça, ça fait couler d'ombre, ça fait couler beaucoup d'encre. Les coups de pied sans ombre. Oui. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est un coup de pied bas, rapide, mais avec le principe que je vais enseigner, il est encore plus rapide de là que, c'est dur à voir l'ombre parce que c'est trop vite. Puis c'est pas mystérieux. C'est juste la façon qu'on le fait. Il y en a qui ont fait de la compétition ici, là.
il y a des coups de poing ou des coups de pied que les personnes donnent, là, puis les arbitres les voient pas, hein. Ça m'a déjà arrivé, moi. Donner un coup de poing revers, il a donné 3 pour en avoir un, parce que c'est trop rapide. Enfin, je t'approche quand même, faut s'entendre, là, OK? Il y a des arbitres qui dorment aussi. OK, des arbitres qui dorment. Et puis, je vais finir avec trois approches différentes. Certaines, des techniques d'animaux, certaines techniques du dragon, du tigre, du serpent. Oui, moi j'ai sélectionné des éléments qui sont transposables, c'est-à-dire au niveau du tai chi, 2 choses. Les 8 forces ou les 8 jins raffinés du tai chi, c'est 8 principes de sortie de force interne qu'on retrouve dans la pratique du tai chi. Mais sortis de la forme, puis comment on peut les utiliser dans un contexte pugilistique pour nourrir son mouvement. Puis aussi le mouvement naturel ou Ziranmen, c'est-à-dire les différents coupes yin-yang qu'on peut retrouver comme flotter, couler, enrouler, dérouler, avaler, cracher. C'est des mouvements fondamentaux, puis c'est des choses que oui, on retrouve en tai chi, mais c'est aussi des choses qui sont transposables dans d'autres pratiques. Donc j'ai choisi ces sujets-là parce qu'un pratiquant, même s'il pratique pas le tai chi, va y trouver son compte quand même. Mon approche, le partage que je vais faire va être peut-être un peu plus centré sur l'entretien de la santé et de la longévité, parce qu'on va déjà avoir un bon contenu pugilistique, mais ça va quand même rester c'est complémentaire, très martial. Ouais, complémentaire. Ça reste intéressant. Daniel, vous? Moi, je vais enseigner 2 principes. En tout cas, je vais démontrer 2 principes. Le premier étant le principe des centres. Comment aller prendre un centre quand c'est le temps de faire un contre-attaque ou d'attaquer une cible ou quoi que ce soit. Ça peut être le centre d'un membre, ça peut être... c'est toujours le centre à quelque part, mais il y a un concept de centre aussi au niveau de notre position, de notre équilibre intérieur, tout ça. Et le deuxième principe, c'est le travail en palier. Travailler... Ouais, c'est un travail où ce que j'imagine ça comme si je suis dans un édifice, puis je m'en vais au premier étage. Après ça, je monte au deuxième. Je descends au rez-de-chaussée. Puis là, je me promène comme ça. Fait que ma défense va se retrouver sur ces 3 étages-là. Soit en bas, soit au centre, soit à la tête. OK, cool. Je travaille en palier. André? Moi, de mon côté, on va travailler avec des armes. Donc là, on cherchait un peu quel type d'arme qui serait facilement transportable de Montréal jusqu'à Mkoui. Donc on a sélectionné, on est resté sur le tambo, qui est un peu comme un bâton d'escrima ou de Kali, là, c'est le même concept, un bâton d'environ 24 pouces. Donc on va partir d'un kata qu'on a dans mon style et on va un peu décortiquer, là, sans prendre le kata nécessairement parce que c'est quand même, on n'a pas tant de temps que ça. Partir de certaines de ces techniques-là pour voir de quelle façon on peut les appliquer. Avec l'arme, sans les armes, on va faire une portion, la main nue, pour faire de la transposition quand j'ai quelque chose dans les mains, quand j'ai rien. Et de voir aussi quelles autres alternatives on peut avoir, là. Cette arme-là peut être remplacée par d'autres choses de la vie quotidienne, comme un parapluie, par exemple, ou d'autres choses. Donc, de travailler un peu avec ces concepts-là pour, travailler avec la distance, puis un peu pour rejoindre Daniel, là, pour contrôler le centre là, dans un échange martial là, dans ce côté-là. Fait que de mon côté, ça risque d'être plus martial comme tel. Mais ça va être basé aussi sur la transposition, je suis armé ou je ne suis pas armé, de quelle façon est-ce que les mêmes mouvements peuvent s'appliquer, peu importe là, ma situation à moi rendu là. Ouais, c'est important parce que des fois, les élèves font comme... Nous aussi, on enseigne l'autodéfense avec des armes. Puis là, ils sont comme, ouais, mais dans la vie, j'ai pas un beau, j'ai pas un... Là, je suis comme... T'as une branche qui traîne, t'es à l'école, il y a des bâtons, tu sais, je les invite pas à se battre, là, mais je veux dire, tu peux trouver autour de toi plein d'armes, là. Je veux dire, un bas rempli avec des roches, c'est un bon nunchaku, on se comprend? Fait que, tu sais, je suis comme, eux, ils ont une imagination un peu, mais... Ouais, puis sans parler du fait que le travail des armes amplifie tes qualités pis tes défauts à main nue. Fait que, tu sais, au niveau du contrôle du travail de distance, le contrôle de la force, moi, je sais que quand... je faisais du kenjutsu pendant la pandémie.
une des choses que mon professeur de Kenjutsu m'a dit, puis que je me faisais dire en main nue, c'était t'es trop raide, tu sais, tu frappes trop fort. Puis là, j'étais comme, comment tu vois ça dans le bokken, genre que je suis trop raide? J'étais comme, il était comme, t'es trop raide, tu sais, t'es passé. Ouais, je peux comprendre. Il voit parce que le bokken amplifie ton défaut, tu sais. Fait que la pratique des armes, ça c'est une autre affaire que quand t'as une vision utilitariste des arts martiaux, tu peux pas voir. Tu fais à quoi ça sert? Faire du kama, je vois jamais. J'ai même pas le droit de me promener avec un vrai kama dans la rue. Ce serait une arme blanche. Puis à quoi ça sert? Les nunchakus c'est illégal au Canada. À quoi ça sert? Tu sais, et ça revient tout le temps. À quoi ça sert? Premièrement, comme on dit tantôt pendant que Jay t'étais pas là, on disait, tu sais, tu peux aussi le faire parce que c'est le fun, hein? Tu sais, le plaisir de la pratique. Il y a la préservation d'une certaine culture martiale. On a reçu des gens qui font de l'escrime historique. On s'entend-tu que faire de l'épée espagnole, là, ça sert à fuck all en 2023? Non, mais encore une fois, tu sais, Kyoshi le dit souvent, tout est dans tout. Oui, c'est ça. La meilleure exemple que j'ai, moi, c'est qu'on en a qui font des kata open, il y en a qui font du combat, il y en a qui font du trad. Ben, le jeune qui fait un backflip puis qui saute dans les airs à une hauteur incroyable pour flipper, ben, ses jambes faites pour exploser sont très utiles en combat quand il faut qu'il blitz ou qu'il parte ou quand on fait une techno d'autodéfense puis il faut être justement sec puis, tu sais, précis. Donc, il perd pas son temps à aller faire de la gymnastique 1 ou 2 fois semaine ou à faire ci, ça. Tout est dans tout. Tu sais, on parle souvent du yin puis du yang, là. Tout, en tout cas, moi, tu sais, il y a des écoles qui font, mettons, que des katas ou que du combat ou que, tu sais, je suis comme, c'est plate parce que tu perds jamais ton temps à faire quelque chose. Tu raffines quelque chose quand même, puis ça va venir te servir dans des fois des aspects que tu verrais même pas, comme quand on a fait de l'escrime. Moi, je voyais beaucoup de similarités avec le point de fight ou, tu sais, les types de combats qu'on a, puis j'étais comme, mais même si quelqu'un irait faire ça, ben tu verrais des nouvelles manières d'aller chercher la garde ou la défensive ou le centre encore, mais d'une autre, tu sais, dans tout, fait que tout est dans tout, les arts martiaux, puis c'est ça en fait qui est malade. André? Écoute, j'ai vraiment trop une anecdote trop drôle là-dessus. Quand, tu sais, on dit tout le temps, bon, au final, les arts martiaux, ça revient toujours au même, là, puis quand t'es rendu à un certain niveau, finalement, tout se mélange. Mes élèves sont bien cute, ok? Puis on s'est pas parlé, on s'est pas arrangé avant, ok? J'ai sur moi, puis là, j'enlève mon kangourou, le t-shirt que j'ai reçu à ma fête, ok? Je vous jure, je sais pas si vous le voyez. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ben, on peut pas inventer ça, là. Les grands esprits se rencontrent, tu sais. Mais ça, c'est mon Kyoshi qui me dit tout le temps ça, tu sais. Ben, c'est ça, moi, c'est ça, là. C'est une de mes phrases qu'ils m'ont mis sur mon chandail, là. Donc, c'est marqué tout est dans tout, signé Chian Boudreau, là. Donc, je trouve ça très drôle que on parle de ça. Ben, c'est parce que je le répète, tu sais, moi, je me le fais dire, je le répète souvent à mes élèves, puis il y en a, tu sais, sont jeunes, tu sais, on parlait tantôt de comment c'est jeune, puis tu sais, j'en ai, là, ils ont 12, 13, 14, puis là, ils commencent à connecter les points, là, puis sont comme, OK, ouais, c'est ça, exact, puis là, ils sont comme, OK, là, ça m'aide à ça, puis OK, là, fait que là, ils font des catotrades, puis ils se donnent parce qu'ils comprennent que faire des gros handstands, ben, ça les aide à aller faire des gros sidekicks après, tu sais, puis tout est dans tout, encore. Marcel? Pour revenir aux armes, toutes les techniques qu'on peut faire avec nos mains, on peut les faire avec des armes, longues, moyennes ou courtes. On sait, l'arme, c'est le prolongement du bras, tout ça. Donc, c'est pas inutile. Les armes ont une très grande utilité, les armes. Une très grande utilité, comme on disait tantôt, pour le positionnement, le centrage, les sorties de force aussi. Ça, c'est surprenant avec les sorties de force. Oui, il y en a qui vont faire des sorties de force, mais ils sont pas assez en équilibre, hein, vous savez tout ça. Ils sont pas assez centrés. Ça veut dire que quand il va faire contact, il va se faire mal, peut-être. Ou il va se déséquilibrer. Donc, avec un bâton, la position, si t'es pas bien placé, ça te tire un peu dans le dos, dans le genou ou ailleurs. Fait que c'est l'idée des armes. L'arme est un bon professeur. 100%. L'arme est un bon professeur. Puis, j'ajouterais, tu sais, souvent, mes élèves, tu sais, par exemple, surtout en tai chi, des fois, on a comme des mouvements bizarres, tu sais, c'est pas un jab, c'est pas un cross, et on va là, on tourne, on enroule comme ça. Mets-toi une cuillère, un couteau ou un bâton ou une épée dans la main, tu vas comprendre pourquoi tu fais ce mouvement-là. Comme ça ici, top, ben là, t'as un chop avec ton épée, top, tu viens couper le foie, et voilà. T'sais, donc, tu fais juste rajouter un objet dans la main, puis ça t'enseigne
une autre dimension à ton mouvement que tu fais à main nue. Mais là, tu vois, ça, c'est là que c'est important que l'enseignant qui enseigne ces traditions-là puis ces arts-là, peu importe lesquels, mais quand tu enseignes quelque chose qui est traditionnel, il faut que tu leur fasses comprendre ça aux élèves. Puis je pense qu'il y a peut-être une part de responsabilité de certains enseignants, de certains styles traditionnels, qui avaient perdu la notion de genre, pourquoi, explique-moi pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Non, ben tu le fais parce que c'est le même, c'est dans notre style, puis c'est ça le kata, puis tu sais, ouais, mais si tu me le montres juste de même, ça a juste l'air c'est juste de la danse, là. Tu sais, un kata avec pas de notion d'explication, ça a l'air c'est une chorégraphie, là. Si tu m'expliques pas ce que je suis en train de faire, ça a aucune fonction. Puis ça, c'est la responsabilité de l'enseignant de transmettre ça, tu sais. Oui. Ouais. Oui, excuse. Mais des fois, tu sais, donner toute la réponse à un élève d'une shot. Non, mais c'est ça. Des fois, laisser gratter un petit peu pour qu'il aille chercher quand ça clique, qu'il ait compris. Parce que des fois, moi, je dis de quoi à mes élèves, puis ils comprennent pas, puis je suis comme, pense-y un petit peu. Oui, ça, dans ce sens-là, mais tu sais, faut que tu l'aies dans ta tête que tu veux l'amener vers là. Puis je pense qu'il y a quand même certains styles où ce qui était valorisé, c'est de même parce que c'est comme ça, puis notre tradition est comme ça, puis on déroge pas de ça. Puis justement, tantôt on parlait de cross-training, puis ces gens-là, souvent, sont pas pour le cross-training parce qu'ils sont comme notre style, c'est le meilleur, fait qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Ça marche plus depuis les réseaux sociaux, depuis que le monde peut voir c'est ça, depuis que le monde peut voir d'autres choses, puis tu sais, trouver les explications, puis rechercher. Ça sert on en parlait l'autre fois avec d'autres gens, ben oui, tu sais, ça débunk les fakes. Ça, Jérémy, je vais aller un peu à ton encontre là-dessus. Ça marche encore parce que les gens aiment ça, avoir un environnement parfois fermé de façon consciente ou inconsciente, d'appartenir à une lignée qui est pure parce que ça crée un sentiment d'appartenance. Même avec les réseaux sociaux, il y a encore cette mentalité-là qui se transmet parce que ça répond à un certain type de personne. Puis c'est pas pour poser un jugement. Non, mais t'as raison. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, moi, j'ai commencé le karaté au début des années 2000. Là. Désolé, c'est pas loin pour certains, là. Mais, je veux dire, dans le temps, tu pouvais même pas remettre en question ton prof, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, on a des discussions, là. Tu sais, on part de loin en seulement 20 ans, puis je pense que avant, la majorité des gens étaient comme Manu disait, puis maintenant, ben, je pense que c'est une minorité. Plus. Ben, c'est parce que oui, je suis d'accord qu'il y en a qui sont encore comme ça, mais les gens veulent savoir, sont curieux, puis ils ont les outils pour chercher plus accessible. Parce qu'avant, il y en avait des bibliothèques. Mais tu sais. Ça demandait plus de travail d'avoir accès à cette connaissance-là. Tandis que maintenant, ton élève, il peut avoir écouté une vidéo de Jesse Camp, puis si tu lui racontes de la bullshit sur l'histoire des armes que t'enseignes, il va écouter le vidéo de Jesse Camp, il va faire, ben, Jesse, il dit que t'as pas rapport. Tu sais, en gros, là, il dit que l'histoire des armes, c'est pas pantoute ce que tu nous racontes. Fait que si toi, t'es pas au courant, tu vas faire, moi, j'ai la connaissance et c'est ça la vérité. Puis lui, il a pas rapport. Ben, lui, il était au Japon. Parce que lui, sa vidéo est filmée au Japon. C'est ça. Il a été rencontré des historiens, mais lui, il dit de la merde. Puis toi, le dude qui enseigne à Saint-Clinclin des Murmures, qui prétend avoir la vérité, tu vas me dire que toi, tu le sais, tu sais. Ça n'a pas de sens. Tu peux plus contrôler la pensée des gens. À cette heure, ils ont accès à la connaissance. Tu sais. André? Oui. Phil, vas-y. Oui, excuse-moi. Tu sais, encore là, tu sais, c'est pas parce que tu as accès à une vidéo YouTube ou de la connaissance sur Internet que c'est 100%. valide. C'est là que c'est important d'avoir un professeur. Tu sais, un prof, un enseignant, ça a différents rôles. Le premier rôle, c'est te donner un tronc, une base, puis d'être capable de te corriger, puis de te donner les outils pour que ensuite tu sois capable d'être toi-même ton professeur, puis d'être capable de reconnaître ce qui répond à tes aspirations, puis te permettre de développer ton propre travail, puis de te faire apprendre à réfléchir ce que tu pratiques, tu sais, parce que pratiquer en aveugle, j'en ai eu des fois comme ça où tu pratiques en aveugle, tu fais confiance à l'univers parce que c'est comme si c'est la tradition. Mais, tu sais, une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Ça perd de la couleur. Ça perd de l'information à chaque fois. Si ton professeur ne te donne pas les outils pour être capable d'aller combler les trous que lui-même a, tu sais, moi, je suis un enseignant, j'en ai des trous de connaissances. J'apprends encore aujourd'hui, puis
c'est impossible de tout avoir. Fait que moi, comme enseignant, un de mes rôles, c'est de donner des outils à mes élèves qui veulent pour qu'ils soient capables de compléter puis de boucher puis d'être des artistes martiaux complets, compétents et évolutifs dans leur démarche. Puis moi, c'est ça mon rôle en tant qu'enseignant. T'as tellement raison. Puis pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, dans le fond, peut-être, si je résume un peu la pensée de ce qu'on dit, là, peut-être qu'avant, le professeur était la seule source de connaissances en arts martiaux parce que des connaissances, il n'y en avait pas partout. Tu sais, puis c'est pour ça que peut-être il avait plus tendance à vouloir dire okay, reste ici puis c'est moi qui ai raison parce que il y en avait pas ailleurs d'autres sources, tandis que maintenant, le professeur doit plus servir de filtre puis d'orienteur, de dire, de guide des élèves parmi tout le bassin de connaissances qu'il y a. Effectivement, c'est notre responsabilité de les aider à départager le vrai du faux puis de les amener sur une voie où ils sont capables de juger par eux-mêmes de l'information. Peut-être que je me trompe, je sais pas ce que vous en pensez. Là. Non, ben, tout à fait. Ben, tu sais, il y a deux dangers dans la pratique. Il y a Daniel. Deux gros dangers. En attente, là. Mais après, Daniel. Ouais. Je prends beaucoup de place. Tu sais, moi, j'ai deux gros dangers que je fais ça dans la pratique. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est la concentration. Hein, donc, juste se fier à une seule source. Et l'autre danger avec l'information d'aujourd'hui, c'est la dispersion, le contraire, yin-yang, hein, contraire de la, tu sais, puis on doit jouer là-dedans. Tu sais, moi-même, en tant qu'enseignant, des fois, je vois quelque chose de super intéressant, puis ça me donne le goût de faire autre chose complètement, mais il faut que j'aie un cadre pour avancer, sinon on se disperse puis on n'évolue pas. Ah, 100%. Alors, tu sais, c'est ça, faut trouver son équilibre. Tout le temps que tu mets pas dans une chose, tu peux pas le mettre dans d'autres. Daniel? Exactement. Oui, je me souviens, un de mes professeurs m'avait déjà dit, quand tu enseignes, faut que tu t'assures que tu maîtrises ton sujet. Fait que ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'avoir un mentor en arrière de toi qui fait la même chose. Alors, tu sais, à l'époque, là, oui, c'est vrai, moins aujourd'hui, mais à l'époque, écoute, tout le monde avait la vérité, là. Parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Écoute, moi, je regardais des revues quand j'étais petit cul, là, de taekwondo, puis de kung fu, puis là, ça se passait ailleurs. Il n'y avait rien qui se passait ici. Ou presque rien, en tout cas. Puis, aujourd'hui, c'est plus ça. Effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il y a un professeur qui est bien organisé, qui connaît bien son sujet, qui prend la peine de faire ses devoirs lui aussi. Ça, c'est important aujourd'hui, en 2023. Mais oui, puis c'est ça aussi tantôt, comme je voulais dire, c'est pas mauvais que les élèves aient le droit de parler puis nous remettent pas en question, mais nous posent des questions. Puis des fois, ils m'en posent, puis je suis comme, ben je sais pas. Je suis comme, je vais en parler à Kyoshi, puis je te reviens avec ça. Si lui, il sait pas, je pense qu'il va trouver quelqu'un pour se renseigner aussi, mais ça arrive des fois que j'ai une colle, puis je suis comme, ben gars, je vais le demander, puis on va savoir, puis ben de même, tu deviens meilleur parce que, tu sais, il y a le saying qui dit... Ça a une double fonction. Ben, lui qui pose pas la question, lui qui pose une question est stupide 5 minutes, lui qui la pose pas, il est stupide à vie. Tu sais, c'est pour dire que poser une question, t'as la réponse, puis t'évolues à partir de ça. Si t'acceptes pas les questions parce que t'as la vérité absolue, ben tu stagnes, tu restes où est-ce que t'es, puis t'évolues pas. Tu sais, fait que les questions, c'est comme un peu à l'école, tu n'aurais pas le droit d'en poser, c'est ridicule, tu sais. Donc, il m'en pose, puis des fois, je sais pas tout, là. J'ai pas, puis ça fait au-dessus de 20 ans, je fais des arts martiaux, puis il y a des choses que je sais pas, puis je me renseigne, puis ça prend de l'humilité pour dire, ben je sais pas, je vais demander à quelqu'un de plus haut gradé de moi, puis je te reviens avec ça, puis des fois, j'en parle à des collègues, j'en parle à mon Kyoshi, puis je leur reviens avec une question, puis de même, t'as l'air d'un prof beaucoup plus préparé, parce que t'es capable d'aller chercher ailleurs des ressources, puis les ramener, tu sais. De là, oui. Tu sais, ça a une double fonction aussi, dans le sens où ce que ça fait comme évaluer le professeur. Dire, OK, hey boy, ouais, OK, comme tu disais, ça, j'ai pas la réponse, il va falloir que je te revienne avec ça. Fait que c'est un travail constant, fait qu'on n'arrête jamais d'apprendre de toute façon. Là, Marcel pourrait même... c'est un bon exemple. Avec toute sa pratique faite, là, on apprend tout le temps d'une différente façon, mais de cette façon-là, on peut toujours se dire, écoute, on est situé où sur cette échelle-là? Ouais, ben, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est plus réconfortant de voir un professeur qui dit, ben écoute, je connais pas toutes les réponses, je vais me renseigner, m'en parler à un autre professeur, une autre personne de mon degré, puis de là, je vais t'en revenir avec une réponse que quelqu'un qui baragouine une réponse, puis que t'as pas eu ce que tu voulais en tant que tel, tu sais, puis t'es comme, ah, OK, puis tu passes à autre chose par respect, mais
ça titille encore, là, tu sais. Fait que c'est mieux, je trouve ça a l'air plus professionnel, un professeur qui dit, ben, gars, je sais pas exactement, va me renseigner, je te reviens avec ça. André? Ouais, ben c'est ça un peu pour aller dans le même sens là, tu sais, de dire que on reste des êtres humains là qui sont en constante progression et en constant apprentissage. En tout cas, je sais que nous autres c'est notre philosophie puis l'idée dans laquelle on veut faire nos échanges. Mais puis tu veux moi ce que j'aime bien aussi de l'arrivée là de justement là des réseaux sociaux, de l'accessibilité disons à grande échelle des techniques, c'est que oui, il y a des fois des gens là, qui disent un peu n'importe quoi, mais c'est que moi-même, ça m'a fait réfléchir souvent sur ce que j'avais le goût de transmettre à mes élèves après. Parce que, bon, j'ai commencé en 88, puis juste entre 88 puis 2000, mettons, là, la quantité et là je m'excuse à mon prof, mais la quantité d'explications boiteuses que j'ai reçues était quand même assez impressionnante des fois. On pourra en parler peut-être dans un autre moment, mais des fois quand tu le penses avec un recul, tu fais comme, oh boy! C'est assez situationnel pour qu'on utilise cette technique-là dans un kata, par exemple. Donc, ça m'a permis un peu, puis ça, puis en jiu-jitsu aussi, d'enlever un petit peu ce qui était peut-être moins acceptable ou adéquat avec la pratique moderne quand les autres élèves te disent, ben oui, mais tu sais, si on réagit de telle affaire ou j'ai vu telle réponse sur Internet, est-ce que ta technique peut répondre à ça? Puis tu fais comme, oh, attends une minute, là, il va falloir que je la retravaille, je pense, parce que justement, là, il y a peut-être des éléments que je connaissais pas, là, tu sais, si on parle de Kung Fu, si on parle de n'importe quel autre art, ils ont souvent des réponses qui sont différentes de celles que nous, on cultive puis qu'on développe. Donc, de pouvoir être confronté ou en tout cas se coller à ça, moi, je trouve que c'est magique, là. J'ai vu l'évolution, là, de mon propre curriculum que je transmettais à mes élèves avec les années, puis on finit par couper dans le gras à un moment donné, puis je pense que c'est une bonne chose au final, là. Mm-hmm. Ben, moi, je dis tout le temps à mes élèves, tu veux un style très, 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 très efficace. Il va avoir 3 techniques, un punch. Plus tu apprends de choses, plus ton esprit se disperse quand faut que tu réagisses. Tu sais, tu aurais une réponse à un crochet, une réponse à un direct, une réponse à une gorge. Il sortirait au quart de tour. Et là, les gens, malheureusement, veulent pas ça. Puis je comprends, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre des nouvelles techniques. Tu sais, c'était mon fun, puis tout. Mais si tu veux de l'efficacité, une technique par attaque, puis tu vas être un vrai guerrier, là, tu sais. Parce que les boxeurs sont bons pour rien. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. Pendant 20-30 ans. Ben, le jab, il rentre en masse. J'ai vu une vidéo de Floyd Mayweather faire des jabs, là. Ça sonne comme un fouet, là. J'ai comme, tabarnouche. Le gars-là, il connaît l'explosion puis sa distance en salle. Oui, c'est ça, oui. 5 techniques, puis 6-7 principes pour chaque technique. Donc, et voilà, tu sais. Parce que, on le sait, un coup de poing vite, fort, puissant, comme ça, il est pas plus vite, pas plus fort, puissant que s'il est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si t'as la position qui va avec, et voilà. Hey, c'est un bon mot de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que on a fait le tour, puis je vais inviter les gens qui veulent en savoir plus sur le parcours d'au moins 3 des invités. Puis André, je lance l'invitation tout de suite. On vous ramènera pour un épisode solo pour parler de votre parcours personnel. Mais on a un épisode avec Marcel, on a un épisode avec Philippe, un épisode avec Daniel. Fait que vous irez voir les liens pour aller écouter ça. Ça vaut la peine. Et je vais mettre en description des liens vers les informations pour votre événement, messieurs. Puis j'invite les gens qui voudraient vous faire venir dans leur région à vous contacter puis peut-être venir cet événement-là ailleurs. C'est définitivement quelque chose qui mérite d'être reproduit.